Bienvenue dans le monde électrique. Depuis un siècle, il nous entoure. Les téléphones, les réfrigérateurs, les ventilateurs, les rasoirs, les fers à repasser, les moules à gaufres, les radios, les téléviseurs. Il faut le savoir, tous émettent autour d'eux des champs ou des ondes invisibles qui nous traversent en permanence. Ce qui fait dire à certains chercheurs que l'homme est actuellement le cobaye de la plus vaste expérience scientifique jamais réalisée. Ceci est une bobine, c'est la sonde qui est sur l'appareil. Et cette sonde va nous permettre de mesurer le champ magnétique alternatif, pas le champ continu, uniquement l'alternatif émis par différents appareils électroménagers ou différentes sources, comme une ligne à haute tension, etc. Tous les courants électriques génèrent autour d'eux ce qu'on appelle des champs. Ces champs sont indétectables par nos sens et pourtant capables, dans certaines conditions, d'affecter notre santé. Il y a toujours autour d'un courant deux champs étroitement liés, un champ électrique et un champ magnétique, sans qu'on sache encore lequel des deux nous affecte le plus. On sait que le champ électrique est assez facilement diminué par les matériaux qu'il rencontre, tandis que le champ magnétique traverse tout, ce qui en fait le suspect idéal. Pour faciliter le transport du courant, l'électricité qui nous entoure est alternative, c'est-à-dire que le courant change de sens 50 fois par seconde. Un cycle par seconde s'appelle un Hertz, 50 fois par seconde c'est 50 Hertz. L'ensemble des champs électriques et magnétiques issus du courant vibre donc perpétuellement à la fréquence de 50 Hertz, et c'est cette fréquence, cette oscillation constante qui semble affecter nos cellules et nos organes parce qu'eux-mêmes oscillent ou vibrent sur des fréquences proches. Nous avons ici un sèche-cheveux, qui est un accessoire que la plupart des gens utilisent, même les hommes aujourd'hui, mais surtout les femmes, elles l'utilisent plusieurs fois par jour parfois. Et cet appareil, eh bien, nous allons voir qu'il émet une certaine quantité de champ magnétique. Donc, voilà, nous le mettons ici au maximum, et nous voyons qu'à 15 cm, nous avons ici 96 milligauss, ce qui est quand même important. L'intensité du champ magnétique se mesure généralement en Gauss. La plupart des champs magnétiques artificiels de notre environnement font moins d'un Gauss et se mesurent en millièmes de Gauss ou milligauss. Ce sont des champs faibles, mais pas forcément inoffensifs. La dose nocive varie en fonction de la durée d'exposition. Sur l'estimation de cette dose, les avis divergent considérablement. Pour une exposition de 24 heures, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de ne pas dépasser 1 Gauss, soit 1000 milligauss, tandis que certains spécialistes estiment qu'un risque existe à partir de 2 milligauss. Entre ces deux valeurs extrêmes, chaque pays décide ses propres normes. J'ai un rasoir électrique courant et j'approche la bobine de ce champ magnétique. Et nous voyons tout de suite que nous sommes à 1500 milligauss, c'est une échelle supérieure. J'écarte la bobine du rasoir et je vois que très vite, à quelques centimètres, je tombe à 3 milligauss et puis ici à rien. Le rasoir électrique évidemment émet beaucoup, mais on ne s'en sert pas beaucoup sur une journée, donc le taux d'exposition est relativement faible. Plus préoccupant est le travail sur ordinateur par exemple, où les gens vont rester plus de 8 heures par jour devant un ordinateur. Nous mesurons ici la pollution en champ magnétique devant un écran d'ordinateur. 11, 9, 7, 5, 4. Et la personne exposée n'est effectivement pas soumise à plus de 0,5 milligauss, sachant que nous avons une distance de sécurité de 50 cm minimum entre l'écran, le visage et la poitrine de l'utilisateur. Il importe également de mesurer le champ magnétique au pourtour de l'ordinateur. Le tube cathodique est un émetteur puissant de champ magnétique qui peut polluer les opérateurs, les collègues qui seraient éventuellement installés à l'arrière de l'ordinateur. Et enfin, un appareil qui pose vraiment, je crois, un problème majeur, c'est le réveil à affichage digital. Ici, je suis à une quinzaine de centimètres, eh bien, j'ai déjà 7,3 milligauss. Ce qui est important, quand je m'écarte encore, il va descendre, mais j'ai toujours 1,3 milligauss ici. Donc ça veut dire que ce réveil est proche de la tête pendant 8 heures de sommeil. Donc ce réveil, pour moi, est un système qu'il faut mettre à distance au moins 1,50 m de l'oreiller.
Nous passons des champs aux ondes électromagnétiques, de la basse fréquence à la haute fréquence. Les champs perdent leur intensité en quelques mètres. Les ondes peuvent franchir des milliers de kilomètres avec des oscillations extrêmement rapides, des fréquences qui se chiffrent en milliers de hertz, les kilohertz, en millions de hertz, les mégahertz, ou en milliards de hertz, les gigahertz. Les ondes de la radio ou de la télévision vont des kilohertz aux mégahertz. Les ondes du radar et du téléphone portable vont des centaines de mégahertz jusqu'aux gigahertz. Ce sont les micro-ondes. L'intensité des ondes, quelle que soit leur fréquence, se mesure généralement par leur champ électrique en volts par mètre. Alors ici, nous avons un ordinateur portable qui est relié par fibre optique à un appareil Chauvin-Arnoux, qui est un appareil étalonné, qui mesure le champ électrique de haute fréquence émis par un téléphone cellulaire. Alors nous avons ici la mesure du champ électrique au moment de l'appel. Nous voyons que cette intensité de champ électrique pendant que je parle, et donc au moment où la conversation s'effectue avec le GSM, le téléphone cellulaire, ce champ électrique est relativement intense. Nous sommes à 94,8 volts par mètre. Je vais me taire. Et nous voyons donc que le champ électrique diminue fortement au niveau de l'antenne du téléphone cellulaire. Lorsque l'on connecte un kit main libre, par exemple ici une oreillette avec un long fil qui peut pendre le long du corps à un GSM, nous allons voir en écartant le GSM de la sonde de mesure que l'oreillette peut rayonner un champ électrique tout le long du corps. Nous allons donc avoir une exposition à la ceinture, par le port du GSM à la ceinture, tout le long du corps, le fil du kit main libre, et donc c'est une exposition sur une surface beaucoup plus grande. Nous venons de voir les meilleurs experts européens des pollutions électromagnétiques. Depuis leur petite ville d'Ewai en Belgique, ils mènent la vie dure aux compagnies d'électricité et de téléphone, ainsi qu'aux responsables politiques. J'ai commencé vers les années 72-73, quand on a eu les premières grandes lignes à haute tension qui ont survolé la Belgique, qui ont surplombé la Belgique, et les fermiers, les vétérinaires avaient de gros problèmes parce que les élevages dépérissaient sous les lignes. Il y avait aussi bien les élevages de porcs que les élevages bovins. Il y avait des réclamations qui n'étaient pas prises au sérieux par les différents ministères compétents, ministère de l'énergie, ministère de la santé, ministère de l'agriculture. On se moquait un peu de ces gens-là, et au début, moi, je n'y croyais pas beaucoup, puis je me suis acheté du matériel. Je me suis pris d'amitié pour les fermiers en disant je ne peux pas laisser passer ça, je ne peux pas laisser le mensonge s'installer, et je suis parti en guerre contre tout ce qui était politique au point de vue négation de ces nuisances. Monsieur Pirapré est une célébrité en Belgique. Il y a 10 ans, on l'a surnommé en riant l'éleveur de vaches électriques. Aujourd'hui, on le prend enfin au sérieux. J'ai repris ma ferme en 65, donc. Et en 70, on a monté une ligne haute tension, tout fonctionnait bien. On a monté la ligne haute tension en 70, il n'y a pas de problème au premier terme qu'on a placé. En 80, on a placé le deuxième terme, alors j'ai eu des difficultés. J'ai perdu un nombre de bétail, toute la famille était malade. Et alors finalement, en 88, j'ai dû quitter les lieux. C'était invivable. L'épée dépérissait doucement et puis elle crevait, quoi. Tout le monde était malade à la maison aussi. Hein. Ma femme était en clinique pendant 6 mois. Hein, tous les enfants, on aimait que tout, on prenait des minéraux et tout ce qu'on veut, mais c'était pas fort assez. Pour moi, c'est invivable. La ligne de tension, c'est mortel. Ça, il n'y a pas de problème. Je pense que maintenant, à présent, je pense qu'il y aura des scientifiques qui seront forts assez pour convaincre les électriciens que c'est nuisible, quoi. Toute pollution électromagnétique venant de l'intérieur d'une maison, donc venant de la structure de la maison, venant de l'habillage de la maison, venant des habitants de la maison, toutes ces pollutions sont maîtrisables. Il n'y en a pas une qui ne soit pas maîtrisable, à peu de frais. Par contre, quand la pollution vient de l'extérieur, quand elle vient d'une ligne extérieure à la maison, par exemple une ligne à fort ampérage qui est enterrée dans un trottoir, ou une ligne à haute tension qui est proche d'une maison, on ne peut rien. Là, on se trouve en face d'un mur parce que les sociétés d'électricité refusent de reconnaître ce problème, et là, on bute.
Dans la région parisienne, un lotissement construit sous des lignes à haute tension, comme il en existe des dizaines en Europe. Concernant les champs magnétiques, on a atteint à peu près, je crois, 19 milligauss, pas 1 milligauss. Si on se réfère aux normes de l'OMS, évidemment, on est largement en dessous. Mais tous les experts indépendants vous disent qu'au-dessus de 2 milligauss, il y a des risques. Et là, on est largement au-dessus. On est 10 fois au-dessus. Ici, les habitants se battent pour que la ligne soit déplacée et ils ont presque gagné. Grâce à eux, les députés français ont préparé une nouvelle loi interdisant de construire sous les lignes. Dès qu'il pleut ou qu'il y a du brouillard, ça grésille, ça fait un bruit infernal. Le matin, j'entends un bruit. C'est vrai que c'est gênant, quoi. Les bruits qui se sifflaient dans le ciel. Des fois, dès que le temps est un peu humide, ou alors, voyez-vous que c'est un sifflement, quoi. J'utilise beaucoup mon téléphone portable. J'ai des interférences terribles. Souvent, ça me coupe sans raison. On a souvent les ampoules qui sont souvent cassées. Et alors la télé, on ne peut pas regarder la télé. Et on reçoit des fois un peu d'électricité statique. Pour ce qui concerne vraiment la santé, j'ai l'impression qu'on a des maux de tête plus fréquents. Et en particulier, ma femme, elle est malade, assez grave. Depuis 3 ans, là. Elle a eu de la polyarthrite et glanthéroïde. En plus, c'est pour ça que ça nous fait beaucoup de soucis, madame. En ce qui me concerne ma santé, non, pour l'instant, je n'ai rien ressenti. J'espère que ça durera, mais on ne sait pas effectivement les effets que cela peut produire à long terme. Les chercheurs scientifiques ils disent que ils sont pas prouvés que 100% il n'y a pas de danger. Mais on ne va pas avoir des doutes, quoi. On vit sous la tension, on a des doutes. On ne va pas vivre comme ça. Il y a des individus qui, lorsqu'ils sont soumis à des champs électromagnétiques, ont très vite des défaillances de leur système immunitaire. Ces défaillances se traduisent par une baisse des lymphocytes T, une baisse des natural killers, donc des lymphocytes qui sont chargés de la défense de l'organisme, et peu à peu, on voit la santé de ces gens se dégrader parce qu'ils ne résistent plus contre les maladies. Gilles Pourrier, médecin, et Patricia Nunez, pharmacologue, ont fait construire leur maison sous une ligne à une époque où personne ne parlait de risque. Depuis, ils ont créé Antigos, une association nationale contre les nuisances électromagnétiques. L'hiver, dans nos chambres, nous montons facilement à 15 milligauss. Et on a une moyenne ici dans la maison annuelle de 7-8 milligauss. J'ai fait un zonal il y a à peu près 1 an. Et en connaissant donc le risque, en sachant que le zona était une baisse de l'immunité cellulaire, en sachant que le 50 Hz agit au niveau expérimental en baissant donc l'immunité cellulaire, les champs électromagnétiques de 50 Hz donnant de façon significative statistiquement dans la plupart des études un risque de leucémie, les leucémies étant annoncées dans 10% des cas parfois par l'apparition d'un zona même plusieurs années avant, j'ai fait donc le lien et j'ai donc écrit donc au directeur d'EDF, monsieur François Roussely, pour enlever moi-même et ma famille de ce risque. La réponse qui nous a été donnée était qu'il n'y avait aucun risque et qu'ils avaient fait et qu'ils font actuellement beaucoup de recherches sur la question et qu'il n'y a aucun risque. Et ils citaient dans leur lettre de réponse des documents que nous avions en notre possession, en particulier le rapport de l'Académie de médecine ou le rapport de l'INSERM. L'INSERM donc retenait dans ses conclusions la possibilité donc du risque de leucémie chez les enfants. Or, EDF, dans sa note qu'elle nous a envoyée, nous disait que l'INSERM n'avait pas averti du moindre risque. Donc nous avons décidé de porter plainte pour mise en danger d'autrui et pour faux, et ceci en avril 97. Ce procès est actuellement en appel. En Italie, des dirigeants de compagnies électriques ont été mis en examen à la suite de 9 décès d'enfants leucémiques. Nous avons tenté de rencontrer les scientifiques des laboratoires EDF, sans succès. Entre-temps, en France, au mois de juin 2000, la loi vient enfin d'être votée. C'est vrai qu'EDF, je le vois mal dire, il peut y avoir des effets sanitaires sur des lignes haute tension, puisque c'est eux qui ont construit ces lignes haute tension. Et on est toujours en France un peu sur circuler, il n'y a rien à voir, c'est-à-dire on ne fait pas d'études, donc il n'y a rien. Et là, c'est grâce, si vous voulez, à la présence de scientifiques de plusieurs pays qu'on s'est rendu compte que quand même il y avait un effet. Alors après, il faut convaincre les députés et les sénateurs en essayant de les sensibiliser sur leur propre quotidien. Est-ce qu'un député et un sénateur irait vivre dans une maison sous une ligne haute tension? Non. Alors pourquoi, si on ne le fait pas passer sous forme législative, on permet à des gens de le faire?
On est d'accord, tous les scientifiques sont d'accord, il y a un effet biologique. Sur l'aspect sanitaire, oui ou non, on n'a pas de certitude, mais on sait qu'il y a un effet quand même biologique, donc appliquons le principe des précautions et interdisons donc la construction des habitations, par exemple des écoles, des établissements qui reçoivent du public sous des lignes haute tension. Les autres pays le font, pourquoi la France ne le ferait pas ? C'est en Russie et dans les pays de l'ex-Union soviétique qu'on trouve les normes les plus sévères au monde. Là-bas, on étudie depuis plus de 40 ans les effets de l'électromagnétisme sur la santé. Nous avons voulu savoir pourquoi on applique depuis 1958 un principe de précaution qui n'est toujours pas reconnu à l'Ouest. Nous sommes les premiers occidentaux à rencontrer les responsables des normes russes. En Russie, nous avons mené des études uniques au monde sur l'effet des champs électromagnétiques de faible intensité. Ces expériences ont été réalisées sur de nombreuses espèces d'animaux qu'on irradiait quotidiennement, sur de très longues périodes et de façon chronique. Ces recherches ont duré plus de 2 ans et on a étudié toutes sortes de réactions biologiques. À Moscou, ces expériences ont eu lieu à l'Institut de la médecine du travail, à l'époque où le régime communiste finançait généreusement la recherche au nom de la protection des travailleurs. C'est dans ces locaux désuets